Former des professionnels épanouis et aptes à répondre aux besoins d'une économie stable, durable et inclusive, c'est l'objectif global que se fixe la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP au Bénin. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement du président Patrice Talon s'est doté de plusieurs outils mis en place, aussi bien au niveau de l'enseignement secondaire qu'au niveau du supérieur. Justement, au supérieur, le CUEP, entendé Centre universitaire d'enseignement professionnel, se positionne et reste et demeure le bras opérationnel à même d'asseoir et de traduire dans les actes cette vision contenue dans le programme d'action du gouvernement. Au constat, le CUEP n'est pas assez connu de sa cible, encore moins l'UEP, l'institut sous tutelle qui s'occupe des métiers de l'agriculture de Djougou dans la Tanga. Cette émission vise donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, à lever un coin de voile sur tout ce qui se fait de bien par cette structure, sa mission et son rôle dans la stratégie nationale de l'UFTP. Pour y aller, nous avons invité pour vous professeur Anne Floquet, la directrice du CUEP. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Pour conduire cette émission, je suis avec William Clécan. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous, professeur Floquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Déjà, à l'entame de cette émission, je le rappelle, dans le programme d'action du gouvernement, une place de choix est accordée à la formation technique et professionnelle. Et cela se traduit dès 2019 par l'élaboration de cette stratégie nationale de FTP. Déjà, le CUEP, comment se positionne-t-il vis-à-vis de cette stratégie nationale? Alors, la stratégie nationale de l'EFTP a été élaborée à partir de 2019, mais même avant cela, le gouvernement avait déjà mis en place les instituts universitaires d'enseignement professionnel. Il avait décidé de mettre en place ces instituts pour qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y ait effectivement une continuité et qu'on évite d'avoir trop d'étudiants qui vont se perdre dans des facultés à gros effectifs qui ne vont pas leur donner ensuite de l'emploi. Et donc, à partir de cela, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de mettre en place un centre, qui est donc le centre que j'anime, pour développer ces fameux instituts et développer donc un nouveau type de formation, des formations réellement professionnelles de niveau Bac+2, même quelquefois inférieur, même quelquefois de la formation continue. Donc ça, c'était quelque chose de très, très nouveau et qui vient donc renforcer tout le mouvement très de fond qui se fait à l'heure actuelle au niveau du secondaire. Parce que quand vous regardez la réforme de l'EFTP au niveau du secondaire, l'objectif, c'est d'amener progressivement les lycéens, les collégiens et les lycéens, à entrer massivement dans la formation technique et professionnelle. Pour l'instant, on n'en a que 5% qui font des lycées techniques ou des collèges professionnels. On veut les amener à 70%. Donc vous voyez un peu, le curseur va se déplacer. Pour l'instant, donc, les gens qui sortent des lycées, ils sortent avec des bacs généraux. Et nous, déjà, on vient en appui à leur reconversion vers des métiers professionnels. Donc, on leur offre des formations professionnelles. Ça, c'est l'objectif donc de ce centre, le Centre universitaire d'enseignement professionnel. Si je comprends bien, quelqu'un qui a un bac série A1, un pur littéraire, quelqu'un qui a un bac A2, un autre littéraire, ou même quelqu'un qui a un bac B, toutes ces séries-là qui ne sont pas forcément prédestinées à des questions scientifiques, techniques, professionnelles, grâce à votre centre que le gouvernement crée, c'est qu'il y a un espoir, il y a une possibilité, une chance qui est donnée à ces personnes-là de faire des métiers techniques et pratiques. Absolument. Absolument. D'abord, l'essentiel pour eux, c'est d'être motivés par un métier. En fait, c'est ça qui va être l'ingrédient essentiel de leur réussite. On ne va pas leur demander d'être fort en maths, fort en SVT, fort en ceci, fort en cela. Ça, ils vont l'acquérir au fur et à mesure de la formation. Parce que pour être un bon praticien, il faut d'abord être surtout motivé par le geste, par l'acquisition des compétences pratiques. Et c'est ça que nous, on attend. Et on trie finalement très peu sur le type de bac. Beaucoup plus sur la motivation.
Alors bien sûr, avec le temps, peut-être que quand la concurrence va s'accroître, on sera amené à proposer plutôt certains types d'instituts universitaires en matière de tourisme ou de numérique, ou en tout cas, on sera obligé d'orienter peut-être en fonction du bac, mais pour l'instant, on ne le fait pratiquement pas, je dirais. C'est essentiellement la motivation qui fait qu'un étudiant arrive chez nous, et puis, même s'il a des lacunes, il va progressivement les combler en s'auto-formant aussi, en plus de tout ce qu'on va lui proposer comme formation. Alors, de façon essentielle, quel est le rôle que le QIEP joue dans le développement de l'UFTP au Bénin? Donc pour l'instant, on est en train de développer les premiers instituts, de mettre en place les premiers instituts, et on prend donc, comme je le disais, essentiellement des lycéens qui arrivent des bacs généraux à qui on offre une formation professionnelle. Et éventuellement, on est très ouvert à des étudiants qui auraient même peut-être déjà quelquefois la licence, et qui se rendent compte qu'avec cette licence, ils ne peuvent rien faire en tant que professionnels et qui désirent se reconvertir. Donc on les accueille aussi. Et on prend bien sûr aussi les bacs techniques, parce que dans un institut des métiers de l'agriculture, si quelqu'un vient avec le bac technique agricole, il est évidemment, en matière de pratique professionnelle, il est très à l'aise. Il est prédisposé, il est très à l'aise. Mais c'est justement ce mélange de motivation, de gens qui sont motivés mais qui ont eu des parcours différents, qui va créer l'esprit à l'intérieur de l'UEP, l'esprit d'entraide, l'esprit de partage de compétences qu'on va retrouver dans une promotion en UEP. Donc ça ne nous dérange pas d'avoir des gens qui arrivent quelquefois avec très peu de connaissances théoriques sur la photosynthèse ou bien sur des choses comme ça très pointues. Parce qu'ils vont les acquérir pendant la formation. Ce dont ils ont besoin, ils vont l'acquérir pendant la formation. Alors ces jeunes frères étudiants, enfin bientôt étudiants qui vous écoutent actuellement, et leurs parents certainement vont y attacher beaucoup d'intérêt. Tout de suite et maintenant, est-ce qu'un bachelier qui a son parchemin en main peut venir au QIEP s'inscrire? Alors il faut guetter la date du concours et s'inscrire au concours. Le concours, il est conduit par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il faut monter sur la plateforme de dexup.bj et regarder et s'inscrire dès que le concours est ouvert pour déposer un dossier et venir compétir. Aujourd'hui, le QIEP a obtenu le statut d'une entreprise publique. Ça, c'est depuis 2022, ça fait déjà 2 ans. Ce statut, en quoi il est important dans vos activités? Quelle est la plus-value par rapport à ce que vous faites pour impacter cette stratégie nationale de l'UFTP? Alors, le fait d'être une entreprise publique, ça a un certain nombre d'avantages. D'abord, on a un conseil d'administration avec des membres qui viennent de différents ministères et aussi du secteur privé, qui nous accompagnent et qui relaient aussi nos besoins dans leur communauté de pratiques respectives. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, on est obligé de rendre des comptes, puisqu'on est une entreprise publique, donc on doit rendre des comptes sur tout le financement qu'on reçoit. Et tout est mis en place pour qu'effectivement, chaque année, on rende des comptes et que même les comptes soient certifiés comme étant... Donc, on a de ce fait-là toujours la reconnaissance comme quoi l'État peut, sans danger, nous remettre des financements pour faire un certain nombre de choses. Et évidemment, plus tard, on espère que les partenaires techniques et financiers aussi seront prêts à venir nous financer un certain nombre de choses. Donc ça, je pense, c'est un gros avantage. On n'est pas complètement soumis au régime d'une administration. On est sous tutelle de l'administration, mais pas dans l'administration. Donc ça nous donne aussi une certaine latitude à développer de l'innovation dans notre réforme, de l'autonomie financière, mais aussi de l'autonomie de pensée. C'est-à-dire qu'on a développé comme ça un cursus qui est très très différent de ce que les autres collègues des universités font, parce qu'on avait un peu cette liberté de marge de manœuvre qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait été dans une administration classique. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur le fait d'être une entreprise publique. Alors, une entreprise, William, pour vous permettez, vise également le profit. Vous rentabilisez les quelques ressources que vous obtenez de l'État ou des partenaires?
Alors nous, on est une entreprise publique qui a un caractère social et éducatif. On n'est pas une entreprise publique pour faire du business. Néanmoins, c'est vrai que notre préoccupation, c'est toujours d'avoir le maximum d'effets au moindre coût. C'est normal. Donc, la formation professionnelle et technique, c'est cher. Il ne faut pas se leurrer. Produire un étudiant dans la formation technique, c'est toujours beaucoup plus cher que si vous allez le mettre au milieu de 1500 collègues en amphi quelque part. Ne faites pas peur aux parents d'élèves. Non. Je dis simplement que c'est cher. Le coût de revient est élevé. Ah, pour vous? Pour nous. Ouais. Donc maintenant, forcément, à un moment, on va se poser la question de qui va supporter ce coût. Qui perd la facture. Qui paye la facture. C'est peut-être pour ça que l'État ne s'y est pas engagé longtemps au Bénin, peut-être, parce que c'est plus coûteux que ouvrir un collège d'enseignement général, peut-être. Voilà, ça c'est sûr. Ou même une faculté Classique, à 10 000 étudiants en amphi. Bon, là, vous voyez, vous allez mettre un enseignant et 10 000 étudiants. À la limite, vous pouvez même faire des cours en ligne pour certaines spécialités. Alors que nous, on est dans des spécialités où il y a un encadrement très, 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 très élevé, en fait. Souvent, on met les étudiants par groupe de 5 dans des activités pratiques. Ça, c'est pour mieux les suivre. Parce qu'il faut qu'ils acquièrent le savoir-faire. C'est pas seulement la théorie, c'est pas je sais à quoi ça ressemble. Non, je dois savoir vacciner mon animal. Je dois savoir épandre des pesticides en toute sécurité ou décider de ne pas en épandre. Tout ça, c'est des compétences très pratiques et ça ne s'acquiert qu'en le faisant. Et vous ne pouvez pas le faire avec 50 étudiants qui regardent une démonstration. On fait la démonstration, mais après, il faut bien que l'étudiant aille faire ça lui-même. Donc ça veut dire quand on regarde l'encadrement par étudiant, c'est assez élevé par rapport à une formation traditionnelle. Il s'ajoute à cela que nous, dans notre formation en institut, on a voulu donc travailler beaucoup plus avec les professionnels. Donc par exemple, en agriculture, chaque module de formation est conçu et développé et déroulé par un binôme. Un enseignant du supérieur, un professionnel du secteur. Si on fait mettons un module sur l'aviculture, on va aller prendre un enseignant du supérieur qui est bien en production animale et qui est expert de ce domaine, mais on va aussi aller chercher un aviculteur ou une avicultrice qui est expert. Qui vit déjà les réalités. Qui est dedans. Et c'est elle ou lui qui va vraiment montrer aux étudiants, voilà, quand vous voyez votre animal, il est comme ça, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que vous devez faire. Donc vous voyez, ça c'est essentiel à la réussite de ce type de formation. Mais évidemment, ça demande aussi des ressources. Dites-nous alors, la différence avec les lycées qui forment déjà, par exemple, à la dose de pesticides qu'il faut administrer à telle ou telle plante ou quel vaccin fait pour tel animal. Où est la différence entre ce que font ces lycées et ce que fait vos instituts ou votre centre, je ne sais pas. Alors, les instituts, comme je l'ai dit, on prend au niveau du bac. Donc déjà, on est avec des jeunes adultes et plus avec des ados. Donc déjà, dans la pédagogie, vous voyez, c'est assez différent. Avec des jeunes adultes, on part sur leur projet personnel d'installation après. Donc on les amène tout de suite à se projeter dans le futur, dans 2 ans, où est-ce que tu veux être. Et on les accompagne pas à pas, de façon assez personnalisée quand même sur ces parcours, sachant que beaucoup vont devenir des auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est une grosse différence quand même avec le lycée, parce que c'est pas du tout une critique, mais on ne peut pas demander à un lycéen de 14-15 ans de commencer à se projeter dans le futur comme futur entrepreneur. En fait, ils sont encore, eux, en pleine croissance, en plein développement intellectuel, etc., social. Donc ça, c'est une grosse différence. Ça nous amène aussi à avoir beaucoup plus de modules qu'on appelle les modules transversaux, où ils acquièrent des compétences de communication, compétences sociales, d'animation de groupe, se positionner dans les organisations professionnelles, évidemment des compétences de gestion. On a énormément de modules de compétences de gestion, puisqu'ils sont amenés à devenir des auto-entrepreneurs, surtout pour les métiers dans lesquels nous avons commencé à nous positionner.
Plus tard, on va se positionner sur des métiers où ils seront plutôt des salariés. Là, la formation sera conçue de manière un petit peu différente. Là, on optera pour des régimes d'alternance avec les industries. Mais pour l'instant, on est beaucoup dans des métiers de l'auto-entrepreneuriat. Et ça nous amène à donc développer ces compétences avec eux. Je vois bien, je perçois bien la différence, mais fondamentalement, qu'est-ce qui change par rapport à la faculté des sciences agronomiques, par exemple, de l'université ou l'Université nationale d'agriculture de Kétou? Est-ce que c'est parce que là-bas, il faut passer un diplôme d'ingénieur, il faut avoir une licence professionnelle en production animale, en production végétale, puis un master, tout ça qui est parfois très théorique, ou parce qu'ici, en 2 ans, on est diplômé et on peut s'auto-employer soi-même? Oui, je pense que les métiers auxquels on aspire quand on rentre dans une université ne sont pas les mêmes que ceux auxquels on aspire quand on rentre dans un institut professionnel. Beaucoup d'étudiants rentrent donc à l'université quand même avec l'idée qu'ils vont devenir effectivement des ingénieurs, des cadres, quelque part. Donc plutôt dans des fonctions de conseil, d'accompagnement, appui, mais pas dans des fonctions de production. Alors c'est vrai que progressivement ça change un petit peu, mais on va dire qu'au démarrage ça a été conçu, les formations ont été conçues comme ça, plutôt pour des formations, donc plutôt des intellectuels qui vont donner des conseils que des praticiens qui vont aller faire la chose eux-mêmes. Et ça c'est une grosse différence dans la formation. Si vous regardez comment les modules sont conçus en université, on regarde d'abord la théorie, après on conçoit les travaux dirigés qui vous permettent de comprendre la théorie, et puis tout à fait à la fin on met la pratique. Nous, on conçoit les modules autour de la pratique. Quelle est la pratique qu'un étudiant doit maîtriser à la fin de son parcours? Nécessairement. Le minimum qu'il doit pouvoir faire. Et autour de ça, on ajoute maintenant les éléments de compréhension dont il a besoin pour pouvoir maîtriser intelligemment cette pratique. Donc c'est pas du tout la même façon de concevoir la formation. Et c'est pas qu'une est meilleure que l'autre, mais elles sont différentes. C'est ça qu'il faut dire. Elles sont différentes. Et elles ont des objectifs qui sont différents. Alors, nous avons évoqué deux thèmes, de terminologie. Il y a le QEP et puis l'UEP. Justement, parlant de l'UEP, votre centre a mis en place son premier UEP spécialisé dans les métiers de l'agriculture. Ça, c'est dans la Donga, à Djougou. Parlez-nous-en. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on a commencé par l'agriculture? Alors, l'agriculture, c'est c'est le domaine, le vivier d'emploi le plus important. Il y a 900 000 exploitations agricoles au Bénin. Et une partie va chercher à avoir une relève. Parce que les gens vieillissent et donc il faut que leurs enfants déjà viennent prendre le relais, ou si ce n'est pas leurs enfants, d'autres viendront prendre le relais de ces exploitations. Donc là, on sait déjà qu'il y a un gros besoin pour que ce ne soit plus celui qui a raté à l'école qu'on envoie à la ferme, mais au contraire quelqu'un qui a beaucoup de compétences et qui va être capable de transformer une activité d'exploitation agricole familiale en une activité beaucoup plus entrepreneuriale. Donc, pour accompagner ce mouvement, on s'est dit on va commencer par ce secteur-là. Bon, il se trouve aussi que je suis quand même ingénieur agricole et docteur en agroéconomie. Donc, évidemment, ça a aussi joué dans le choix de la première filière de formation dans laquelle on s'est engagé, parce que j'avais déjà un peu quand même une connaissance de ce qui est attendu des futurs professionnels, une connaissance des professionnels du milieu avec lesquels on allait pouvoir travailler, puisque comme on l'a fait remarquer, on travaille en étroite collaboration avec les professionnels du milieu. Donc il fallait être dans un secteur comme celui-là. Alors à Djougou, on avait eu une école nationale d'agriculture qui a été fermée dans le cadre de la grande réorganisation de la carte universitaire, et donc les bâtiments étaient encore là. Ça a été un atout. Voilà, ça a été un atout pour démarrer avec relativement peu de moyens, puisqu'on a démarré cette formation uniquement sur budget national, donc uniquement avec la dotation que le ministère nous a donnée. Et on n'avait pas encore de partenaires techniques et financiers qui pourraient éventuellement venir construire ou équiper. Voilà. Donc,
c'était un avantage pour relativement vite démarrer et montrer de quoi peut être fait une telle formation et lui donner ses caractéristiques un peu innovantes telles qu'on les voit maintenant apparaître, émerger et se structurer, de devenir la marque, entre guillemets, des UEP et donc la marque de ceux qui auront fait un DUT métier. Ça s'appelle, c'est le nom du diplôme, le DUT métier. Voilà. Parlez-nous du modèle de formation, en plus en détail cette fois. Je vous avais demandé ce comparatif. Vous l'avez montré, c'est l'objectif final de la formation. Quand il s'agit d'être soi-même entrepreneur ou de prendre la relève d'exploitation agricole, ce n'est pas la même formation que les experts conseils, que sont les ingénieurs et les cadres que les universités sortent. Maintenant, de façon pratique, dans l'IUEP à Djougou, quel est le modèle de façon détaillée pour ces apprenants qui s'y intéressent ou même les personnes qui ne s'y intéressent pas encore et que cela pourrait accrocher? Alors, si on prend la formation des agripreneurs, donc les futurs exploitants agricoles, entrepreneurs agricoles, ils ont un parcours de 2 ans. Donc, les 3 premiers mois, ils partent dans une exploitation agricole. Donc, chacun part dans une exploitation agricole. On les envoie pas en cargo. Hein. C'est un ou maximum 2, rarement 2. Donc, la formation commence par une immersion complète dans une exploitation agricole. Et là, ils vont découvrir en fait toutes les facettes du métier, toute la richesse, toute la complexité de la prise de décision d'un exploitant, d'une exploitante agricole. Et ils font ça pendant 3 mois. C'est aussi un moyen pour eux de s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie, parce que c'est quand même une formation exigeante, et à l'après aussi, c'est un métier exigeant, donc il ne faut pas s'y engager à la légère. Jusqu'à présent, personne n'est sorti au bout des 3 mois en disant non, oh là là, plus jamais ça. Mais bon, ça pourrait arriver. Hein. Ça veut dire qu'ils se tombent rarement de chemin. Voilà, ils ne se sont pas trompés de chemin, on les a peut-être bien sélectionnés au départ. Bon, en tout cas, tant mieux. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Et c'est aussi le premier contact qu'ils déploient avec des professionnels du milieu. Et certains vont les garder d'ailleurs pendant toute leur formation et après. Après, ils viennent à l'Institut. L'Institut a été construit autour d'une ferme, ce qu'on appelle l'unité d'application et d'innovation. C'est plus fun, mais c'est une ferme agricole. Et donc, tous les matins, ils ont 2 heures à la ferme, et là, ils sont répartis dans les différents ateliers, et déjà, ils apprennent à travailler. Donc, les uns vont faire des planches et cultiver des légumes, les autres vont s'occuper des poulets, etc. Il y a des bovins, il y a des ovins, il y a des grands champs. On a des équipements agricoles de différentes catégories, donc on a des tracteurs 60 chevaux, 20 chevaux, motoculteurs et culture atelier, donc pour qu'ils aient un peu toute la gamme possible de mécanisation. Et après cette phase de terrain, là, ils vont en cours. Le cours, donc, c'est ce fameux module dont je parlais, qui est animé par un enseignant et par un professionnel. En général, l'enseignant démarre, il fait une introduction générale sur voilà ce que c'est que l'aviculture, ou bien voilà ce que c'est que la culture du maïs, ou bien voilà ce que c'est que l'utilisation du numérique en agriculture. Bon, en tout cas, il fait une introduction, il montre un certain nombre de principes méthodologiques, et le professionnel arrive, et là, il commence à développer beaucoup plus d'exercices, d'activités pratiques qui peuvent les amener à la ferme, qui peuvent les amener sur les marchés, qui peuvent les amener dans d'autres exploitations. Ça va vraiment dépendre du module. Et ça, c'est pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, ils sont vraiment sur cette alternance. Hein. Le samedi, le dimanche, souvent, il y a des permanences aussi, hein, parce que les animaux, ça mange. Hein. Et les légumes, ça s'arrose. Le rythme de travail, le rythme de travail est très intense. C'est un rythme de travailleur, en fait. Hein. Il n'y a pas de congé académique non plus. Il y a des petites pauses pour se reposer et préparer. Ah oui, comme on parle d'agriculture, il y a en période en saison sèche, je crois ils ont un petit bout de temps pour se reposer, non? En saison sèche, c'est le moment où on fait du maraîchage irrigué, et c'est intéressant de faire du maraîchage irrigué. Donc vous voyez, en fait, justement, nous on essaye d'étaler les travaux, de leur montrer qu'en toute saison on peut faire des choses, parce que l'agriculture traditionnelle souffrait justement de ces périodes, de ces longues périodes pendant lesquelles il n'y a pas de revenus, il n'y a rien qui rentre.
Donc voilà, donc ils font ça pendant 12 mois et ils sont en train déjà de préparer pendant ces 12 mois leur projet, ce qu'on appelle la pré-insertion, qui est en fait la phase où ils vont préparer leur future installation en agriculture. Donc c'est là où ils finissent d'identifier le lieu, les terres sur lesquelles ils vont s'installer. On essaye de les encourager à sécuriser le statut foncier de ces terres, parce que ça c'est un gros problème en agriculture. Vos parents peuvent vous donner peut-être une terre, mais si vous n'avez pas un papier écrit, vous allez investir dessus et au moment de l'héritage, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles vont venir voilà, pour vouloir récupérer. Vous allez perdre vos investissements. Donc il y a beaucoup d'aspects là à essayer de prendre en compte pour sécuriser cette phase d'insertion. Et puis il démarre. Donc là on a toute une promotion qui est dans cette phase-là. Donc ils cultivent des légumes, ils cultivent en grand champ, ils élèvent des animaux. Bon, évidemment, comme c'est 9 mois simplement, et au bout des 9 mois, ils sont évalués, il ne faut pas qu'ils commencent à planter des anacardes, parce que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais il faut que ce soit des activités à cycle court sur lesquelles on va pouvoir les évaluer en fin de parcours, donc en fin de ces 9 mois. Ils vont parler un petit peu de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont gagné aussi économiquement, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils se sont débrouillés pour les surmonter. Et puis, c'est aussi le moment où ils ont commencé à tisser des liens avec les organisations professionnelles, les administrations agricoles, enfin tout le milieu dans lequel ils vont s'insérer. Donc voilà, donc normalement en novembre, cette promotion-là, cette première promotion, elle va sortir. On va les évaluer au champ, enfin en exploitation, et ils vont recevoir, on espère bien sûr, tous leur diplôme. Super. Et parlez-nous des opportunités, parce que tout de suite, quand un parent accepte que son enfant il se fait former dans un institut comme ça, c'est qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que dans 2 ans, il pourra tout de suite trouver un job, quelque chose à laquelle il peut s'accrocher pour permettre aux parents de souffler déjà? Alors c'est vrai que la formation agripreneur, elle cible des auto-entrepreneurs. Donc c'est plus facile pour des enfants dont les parents sont capables de mettre à leur disposition de la terre. Si l'enfant sort et n'a aucun appui des parents, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile. On est en train d'essayer de négocier avec les agences gouvernementales, etc., mais ce n'est pas gagné. Et la terre, ce n'est pas l'État qui va la leur remettre. La terre va presque, à 95% des cas, venir des parents ou d'autres personnes de leur communauté sociale d'origine. En tout cas, ça, c'est une condition. Après ça, déjà, de par leur propre activité, ils vont commencer à générer des revenus. Donc, ils ne vont pas être à la charge des parents pendant longtemps. Et on espère qu'ils vont pouvoir, à un moment, rentrer donc, dans le circuit, je dirais, des agriculteurs entrepreneurs et commencer à bénéficier donc, du crédit, des programmes d'appui du gouvernement à la mécanisation, etc., etc. Mais il y a une petite phase quand même de démarrage qui est toujours un petit peu critique, parce que tant que vous n'avez pas fait vos preuves, on ne va pas vous prêter d'argent, les banques ne vont pas vouloir vous prêter d'argent, même pas la CELCAM. Donc il y a toujours une petite phase où quand même il faut que les parents acceptent de venir un peu en aide de leurs enfants qui démarrent. C'est-à-dire une caution qui puisse rassurer un peu les banques et les structures de microfinance peut-être. Par exemple ça, déjà donc leur avoir donné de la terre avec un statut, ça peut être une location par exemple, même on peut faire une location entre père et fils ou entre père et fille, c'est pas du tout antinomique. En tout cas quelque chose qui rassure sur le fait que on sait que le jeune va être sur sa terre pendant un certain nombre d'années sans difficulté, sans interférence de quoi que ce soit. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même les premières années, il faut le temps que tout se mette en place. C'est bien si les parents viennent donner un petit coup de main, donnent ne serait-ce même quelquefois un peu à manger pendant que les premières cultures sont en train de se développer. En tout cas, tout ça... Alors, vous êtes spécialiste du domaine. Pour ceux qui veulent embrasser, disons, les métiers de l'agriculture,
Sur combien d'années on peut espérer les fruits? Parce que c'est un peu dur, comme vous le décrivez là, dès les débuts, mais sur combien d'années? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Oui, je pense que si quelqu'un est installé dans de bonnes conditions, par exemple quelqu'un qui fait du maraîchage, qui est installé sur une terre avec le foncier sécurisé, je ne dis pas forcément propriété, mais sécurisé, avec de l'eau, une source d'eau, et un minimum de capital de départ. Et au démarrage, c'est pas nécessaire d'avoir, c'est même pas, on n'est pas en train de parler de millions, on est en train de parler de centaines de milliers de francs. Je pense qu'en 2 ans, 3 ans déjà, il aura mis les pieds dans l'étrier. Et là, il va commencer à pouvoir accéder à la finance, au FNDA, à tous ces mécanismes d'appui à l'agriculture. Donc c'est ça la période critique. Mais après ça, je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Évidemment, il y aura toujours 1 ou 2 cas qui auront un problème de santé ou des choses comme ça. Ça, c'est des métiers où il faut être en bonne santé. Hein. Ça peut arriver. Donc, on ne garantit pas que 100% vont réussir, mais normalement, quand même, en diversifiant les activités, parce qu'ils ont quand même un portefeuille de compétences relativement large. Ils vont faire de la culture et de l'élevage. Certains sont devenus des spécialistes de l'apiculture. Enfin, vous voyez, ils ont beaucoup de cartes en fait dans leurs mains. Je pense qu'en les jouant, ils vont s'en sortir. Eh bien, l'IUEP est jeune, tout jeune, mais est-ce que déjà on a des données, on a des chiffres de réussite, des choses qui illustrent du point de vue statistique tout ça, la beauté de ce rêve qui peut devenir concret, un projet d'entreprise qui prend corps juste après une courte formation? Alors, effectivement, personne n'est encore sorti avec son diplôme, hein, mais pour l'instant, on peut dire la première cohorte, ils étaient 49 au départ. On a eu un cas de maladie, donc de redoublement, lié à une longue maladie, et puis un abandon. Donc, on en a 47, et les 47 sont dans leur exploitation. Donc, pour tous sur leur future exploitation. Maintenant, tous ne sont pas dans des conditions équivalentes. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans de très bonnes conditions d'installation. Les parents leur ont donné 10 hectares et puis déjà, ils avaient du matériel, ils avaient déjà commencé à épargner. Donc, tout ça leur a permis de démarrer comme ça. Ouais. On en a d'autres qui se sont vraiment installés, je dirais, dans des bouts de jardin, hein, parce que les parents en fait n'avaient pas pris non plus la mesure de la chose, ou bien ils comptaient peut-être, je ne sais pas, que l'État allait venir installer leurs enfants. Il y a aussi un peu toujours cette idée que l'État doit ceux-là, est-ce qu'on tout peut faire. Les considérer comme des produits disponibles que les fermes qui se créent un peu partout sur le territoire national? Ceux-là peuvent aller travailler comme salariés dans des fermes. En fait, ils peuvent tous aller travailler comme salariés dans des fermes, et certains seront en parallèle en train de faire autre chose à côté. Hein. C'est parce que c'est aussi une stratégie pour accumuler un capital de départ, c'est d'aller travailler dans une ferme, et puis vous êtes déjà quand même en train de constituer votre élevage ou bien démarrer vos champs. Avec de l'expérience à l'appui. Oui. Et en même temps, donc, vous avez votre capital et votre expérience à côté. Donc, pourquoi le centre ne penserait pas à une forme d'avaliseur, par exemple, pour ces jeunes-là, puisque vous pouvez déjà évaluer leurs compétences, ou auprès des structures de microfinance, des banques, vous certifiez que, écoutez, si vous leur prêtez de l'argent, d'ici à 5 ans, 2 ans, 3 ans en tout cas, ils pourront vous le rembourser. Alors, je pense que mon conseil d'administration ne serait pas d'accord que je mette comme ça les finances publiques sous forme d'une caution, mais par contre, caution morale, oui, ça, on peut le faire. C'est-à-dire faire un dossier, amener chaque étudiant à faire un dossier sur ce qu'il a réussi à faire pendant ces 9 mois de préinsertion, et utiliser ce dossier pour aller maintenant se présenter devant des structures financières, oui, ça, c'est tout à fait possible. Ça se fait déjà un petit peu. On a déjà des projets, des programmes qui sont allés voir ce que nos étudiants sont en train de faire, et bon, on soupçonne qu'il y aura peut-être des appuis à la clé. Parce que c'est du concret, ça se voit, quoi. Vous voyez bien quelqu'un qui a réussi avec très peu de moyens à construire ses cages à lapins, mettre des lapines, et puis qui commence à avoir un élevage. Bon, ça se voit. Donc, ouais. Et vous avez bon espoir à propos. Déjà, on va parler des défis. Des défis de cette formation d'agripreneur à l'IUEP. Aujourd'hui, en termes d'enjeux, qu'est-ce que vous direz sur ces défis? Bon, le défi premier, c'est la sécurisation du foncier. C'est ça le casse-tête, en fait. Parce que
Bon, ceux qui peuvent acheter de la terre, là, ils sont sauvés, hein, ils n'auront pas de problème. Mais la plupart, c'est quand même... Ils n'auront pas les moyens. Mais bon, certains ont les parents qui ont acheté quelques hectares pour leurs enfants. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns quand même. Mais les autres, ils sont souvent ils sont avec des terres qui sont sous un régime coutumier et qui n'est pas du tout sécurisé. Comme je le disais, si on vous donne une terre qui est en héritage partagé, le jour où effectivement, en héritage non partagé, je veux dire, le jour où les autres ayants droit viennent vouloir récupérer une partie de ces terres, en fait, c'est très risqué. Et ça, c'est un élément, je dirais, c'est l'élément majeur du risque en agriculture pour des jeunes qui s'installent à l'heure actuelle. Ça, c'est le premier enjeu. Bon, après, le deuxième enjeu, c'est effectivement d'arriver à se faire connaître et rendre crédible aux yeux des structures de crédit, de finance. Quand vous regardez la plupart des banques, et même en agriculture, elles prêtent à des quinquagénaires. Elles ne prêtent pas à des gens qui ont 22, 23 ans. Voilà, 25 ans. On a connu cette expérience où des jeunes sont allés prendre de l'argent grâce à un programme, je ne me rappelle plus trop, mais après, ils ont acheté des belles voitures. Voilà. Certains ont célébré leur premier mariage, ainsi de suite. C'est sûr. Ça n'a pas marché. Mais bon, là, c'est quand même des jeunes qui, pendant 2 ans, se sont voués à la préparation de leur projet personnel. Donc, on espère qu'ils ne vont pas faire un demi-tour à 180 degrés pour aller utiliser l'argent de la banque à faire autre chose. Tout ça au cours de la formation? Oui, on a des modules, par exemple, sur la finance et la préparation des comptes d'exploitation prévisionnels et comment on peut se financer, etc. Bon, ça fait partie des modules de gestion, ça. Vous avez certainement de grosses ambitions en matière de développement de votre centre. On en parle à l'instant. Après l'expérience réussie de Djougou avec l'UEP, dites-nous, quels sont les autres instituts que vous entendez mettre en place et quelle est votre stratégie justement de déploiement de ces UEP pour les prochaines années? Très bien. Alors déjà en agriculture, on a d'autres ambitions. On ne va pas s'arrêter à agripreneur. On a d'autres métiers pour lesquels on est en train de vouloir proposer des formations. Par exemple, les gestionnaires de parcs mécanisés agricoles. Avec la mécanisation, il y a beaucoup d'équipements. Et en fait, très souvent, une seule personne ne peut pas rentabiliser, un seul agriculteur ne peut pas rentabiliser un équipement plus tout ce qui va derrière. Et donc, il y a la place là pour soit des gens qui vont faire ça comme prestataires de travaux ou qui vont travailler pour des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc là, il y a des nouvelles formations qui sont en train d'être développées et aussi dans la transformation. Le besoin existe aujourd'hui avec la Sonama et oui, parce que la Sonama, justement, vend et met en place beaucoup de matériel. Donc, il faudra bien qu'il y ait des gens compétents pour l'utiliser. On peut faire beaucoup de dégâts avec la mécanisation agricole aussi. Hein. On peut aussi détruire les sols à grande vitesse si on ne mécanise pas correctement. Donc, je pense que nos jeunes frères qui ont le bac A1, A2, s'ils pourront s'en sortir. Parce que ça a besoin pour les machines, les manipuler et tout ça, ça a besoin d'un peu de science, non? Ça a surtout besoin d'esprit technique et d'observation. Alors bon... Si ça ne leur plaît pas, ils n'iront pas vers cette formation, ils vont choisir une de ces autres. C'est aussi pour ça qu'on est en train d'élargir un peu le panel. On a les formations en transformation agricole, commerce agricole, qui vont être ouvertes. Donc tout ça, ça va faire. Toujours pour les métiers de l'agriculture, on veut un peu diversifier le panel. Pour un large éventail. Voilà, donc... quelqu'un par exemple, qui vient avec une formation littéraire, il peut être très très bien dans des formations commerciales parce que il aura peut-être l'aisance de la communication. Donc en tout cas, je pense que là, ils vont trouver quand même un peu plus un panel. Maintenant, dans les autres secteurs de l'agriculture, puisque quand les UEP ont été mis en place, le mandat qui nous a été confié allait bien au-delà des secteurs de l'agriculture. C'était tous les secteurs de la stratégie nationale de l'EFTP, qui sont aussi tous les secteurs du plan national de développement du Bénin. Donc là, on est en train d'essayer donc de voir quels sont les secteurs dans lesquels il y a des besoins qui ne sont pas couverts.
Parce qu'une partie des besoins sont quand même couverts par les universités. Une partie vont être couverts par les lycées techniques. Parce que les lycées techniques, tous les métiers ne demandent pas d'avoir le bac+2. Il y a des métiers qui sont très très accessibles à des bacheliers techniques pour lesquels ils vont exceller. Et on a aussi maintenant un nouveau modèle au niveau du secondaire où il y a certains lycées qui veulent même amener les gens peut-être à une formation bac+. Donc on essaye plutôt, nous, d'aller nous mettre dans des créneaux où il y a effectivement un déficit et où il n'y a pas encore de formation qui soit prévue. Alors, on a certains métiers dans les métiers du tourisme. Alors, tourisme vu pas seulement avec les touristes de l'extérieur, mais aussi toute la population béninoise qui est en quête de loisirs, qui est en quête d'animation socioculturelle, donc d'avoir des métiers qui offrent, avec des prestataires de services qui soient capables de développer et d'offrir ce type de métier. Souvent aussi encore comme auto-entrepreneur, quelquefois comme salarié, ça va, les deux options seront ouvertes. Il y a certains métiers du numérique, c'est pareil, pour assister l'ensemble des petites et moyennes entreprises en leur proposant des services d'appui, conseils, maintenance, etc. Donc des gens qui seront éparpillés sur le territoire du Bénin et qui vont proposer ces services d'appui, parce qu'on a un parc informatique qui devient quelquefois très vite en panne et personne n'est là pour le remettre en bon état. Après, on a des métiers de l'énergie, et dans les métiers de l'énergie... Voilà un gros besoin. Gros besoin, pour lesquels... on n'est pas allé se mettre sur les énergies classiques, parce que là, il y a déjà des formations. On est parti se mettre beaucoup plus sur le photovoltaïque et les énergies renouvelables, en lien avec les besoins justement des PME décentralisées, donc qui sont un peu partout sur le territoire, pour avoir des prestataires qui puissent les aider à dimensionner leurs équipements, dimensionner leurs plaques solaires, etc. En lien avec l'irrigation aussi d'ailleurs, pompes solaires, irrigation en agriculture. Donc vous voyez, ce type de métier. Et puis ensuite, les métiers de la maintenance industrielle, parce qu'on a beau dire, on commence à avoir un parc industriel qui se met en place. On a aussi certaines PME qui sont en train de monter en puissance. Par exemple, on a donc toute la maintenance industrielle, spécialisée ou non spécialisée. Dans la maintenance industrielle spécialisée, il y a par exemple le secteur du textile qui est en train de monter en gamme. Bon, on voit à la GDIZ, mais pas que. Donc là aussi, on voudrait avoir des filières qui sont pour des techniciens de maintenance très spécialisés, mais en même temps capables de s'ajuster à des technologies qui sont en train de bouger très 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 vite. Donc il faut leur donner cette base générale. Là, je ne vous garantis pas qu'on ira prendre des bacs A, par exemple. Probablement, on sera obligé d'aller prendre des scientifiques ou des gens qui ont fait un bac technique F. Tout ça est beau, l'ambition elle est bien noble, mais où en êtes-vous dans l'élaboration du plan stratégique du centre pour en arriver là? Est-ce que vous avez l'assurance que le politique, les acteurs politiques, notamment le gouvernement, vont porter cette ambition avec vous? Alors pour l'instant, on est en train de développer le plan stratégique en consultant les différents secteurs de l'économie et les ministères qui les encadrent. C'est ça qui nous a amené à faire donc des choix, à la fois donc pour les 5 prochaines années, un certain nombre de secteurs, et d'autres secteurs plutôt plus tard. Donc on a essayé comme ça de faire un état des lieux et établir des priorités du secteur. Et puis ensuite, commencer à travailler sur ces fameux modèles de gouvernance et modèles économiques qui vont... on sait à peu près ce que ça va coûter de développer un UEP, et combien ça va coûter donc de le faire tourner avec nos ambitions, qui sont quand même des ambitions avec un fort encadrement, et voir maintenant par rapport à ça qui pourrait payer, qui pourrait contribuer. Alors les parents, bien sûr, contribuent en partie en général, sauf si l'enfant est boursier. Les parents contribuent à la formation, probablement à peu près sur les mêmes bases qu'une autre formation universitaire, sauf que ça dure 2 ans au lieu de 3 ans, donc c'est quand même un peu moins cher. Mais après ça, le reste, qui va financer le reste? Donc
L'Institut lui-même peut cofinancer une petite partie parce qu'il y a certaines formations continues qui sont payantes. On produit un certain nombre de biens et de services sur les unités d'application qu'on peut éventuellement revendre Et rentabiliser, mais bon, il ne faut pas non plus se dire, il faut qu'on se dise la vérité, ça va couvrir les charges de fonctionnement, parce que si vous avez une exploitation agricole, il faut acheter des intrants, il faut acheter des semences, il faut racheter des ceci et des cela, des prestations de vétérinaires, etc. Donc ça, on espère qu'au moins les recettes vont permettre de couvrir tout ça pour que l'unité d'application en elle-même ne coûte rien. Donc, il y a certains équipements qu'on peut louer à des particuliers, etc. Donc tout ça, c'est des rentrées de prestations. Mais, vous pensez à lever des fonds auprès des partenaires? Alors, pour les investissements, on va lever des fonds auprès des partenaires. Et je suis même assez confiante, parce que les partenaires sont vraiment prêts à aider le Bénin dans cette grande réforme. Donc je suis assez confiante qu'ils viendront aussi financer le supérieur. Parce que ça ne servirait à rien de former les gens au niveau du secondaire et d'avoir beaucoup de bacheliers techniques si après vous les retrouvez en anglais, au niveau du supérieur. Donc c'est important qu'au niveau du supérieur aussi, on fasse cette transition, on accompagne cette transition. Donc je suis assez confiante qu'au niveau de l'investissement, les partenaires techniques et financiers vont dire, moi je prends tel, ou bien moi je prends tel secteur. Ils le font déjà, d'ailleurs, ils se sont déjà un peu répartis les secteurs. Par contre, c'est au niveau du fonctionnement courant, c'est-à-dire le coût, ce que je disais, le coût de la formation est quand même élevé. Et là, on ne va pas demander au PTF chaque année d'aller financer. Bon, certains vont donner des bourses, mais ça, vous savez, c'est toujours un petit peu à la marge. Vous avez des fondations qui donnent des bourses en université pour des étudiants, mais tout ça, c'est pas avec ça que vous pouvez faire bouillir la marmite d'un UAP, si je puis dire. Donc, à un moment, il y a encore besoin de trouver le mécanisme de financement de toutes ces formations. Mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, au secondaire, le problème se pose de la même façon. Vous pensez que pour cette ambition-là, le gouvernement peut se taper la poitrine et dire j'ai des ambitions de former ces cadres-là? Débloquer de l'argent, c'est possible? Le gouvernement peut supporter la charge? Alors, il pourrait surtout, si on voit déjà qu'il y avait des fonds qui avaient été, des prélèvements qui avaient été faits au niveau du secteur privé et qui initialement étaient fléchés pour la formation professionnelle, mais qui maintenant semblent être entrés dans le tronc commun, le pot commun des finances publiques. Alors, si on pouvait de nouveau peut-être réfléchir ces financements, donc ça, c'est les financements, et les dédier exclusivement à la formation professionnelle, ça couvrirait quand même une bonne partie déjà des dépenses. Il y aura toujours un gap. Il y aura toujours un gap. Aujourd'hui, avec ce qu'il en est, les offres de formation, les opportunités, les débouchés, et si vous nous parliez de ce qui est imminent en termes de lancement de formation? Alors là, on attend maintenant que le plan stratégique soit terminé et surtout validé et approuvé par le gouvernement. Parce que moi, je ne peux pas me substituer, bien sûr, aux décideurs du gouvernement pour leur dire que, bon, l'année prochaine, ça y est, on va ouvrir tourisme. Bien sûr, c'est dans mes ambitions que l'année prochaine, on ouvre un UF du tourisme, mais je ne peux pas le dire à l'étape à laquelle on est. Mais bon, je pense que... des UEP aussi qui seraient de la maintenance industrielle et qui viendraient en appui, par exemple, à une zone comme la GDIZ, c'est aussi hautement stratégique et je pense qu'on pourrait avoir effectivement le feu vert du gouvernement pour ça. Mais je ne peux pas, c'est encore des peut-être. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il faut quand même rester un peu prudent parce que chacun dans son rôle. Et puis après tout, vous mettez en œuvre la politique gouvernementale. Voilà, exactement. Dans ce domaine. Exactement. Allez, en toute chose, on a de la vision, il y a des défis également qui se posent à vous. Au niveau du QIEP, vous avez certainement quelques défis. Votre vision pour l'avenir de ce centre que vous dirigez, des UEP au Bénin? Alors moi, j'espère bien sûr que, mettons, en 2040, un bachelier sur 10 entrerait en UEP. Parce que là, on aurait vraiment un impact. 1 sur 10 entrerait en UEP. Là, on aurait un impact vraiment à la fois sur l'économie,
parce que vous voyez tout le besoin qu'on a de cadres intermédiaires, de techniciens, de praticiens, d'entrepreneurs qui soient vraiment, qui aient des compétences à la fois pratiques et entrepreneuriales. Je pense que là, ça ferait changer complètement le paysage. Ça permettrait aussi de résoudre un problème qu'on a tendance à oublier. On est en train de former beaucoup d'enfants donc, au niveau du secondaire. Ils doivent tous aller faire des stages. Où sont les entreprises qui vont les accueillir en stage ou en alternance? C'est encore plus difficile. Si ce n'est pas justement la masse de ceux qui vont sortir du supérieur et qui seront eux-mêmes dans des entreprises. Pour développer le tissu industriel. Voilà, et artisanal et agricole. Si tous les alumni des UIEP potentiellement peuvent devenir des maîtres de stage, ils peuvent coacher leurs propres jeunes frères des UIEP, mais aussi une bonne partie de ces lycéens et de ces collégiens qui vont sortir quand même en grande masse là, hein, et pour lesquels on aura des besoins d'accueil si on veut que la formation soit effectivement pratique du niveau collège jusqu'au niveau supérieur. Donc je pense que là on a vraiment des ambitions d'entrer aussi progressivement dans des nouveaux secteurs au fur et à mesure qu'ils se développent, hein. Par exemple cette année on a décidé que le bois n'est pas encore mûr parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour faire vraiment une école ou des UIEP du bois. Mais peut-être que dans 5 ans, le paysage sera déjà différent. Et là, on verra que c'est le bon moment d'ouvrir des UIEP du bois, ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 15 ans. Bon, l'essentiel, c'est de savoir que au fur et à mesure qu'un secteur d'activité se développe, alors on peut ouvrir des formations en UIEP pour ce nouveau secteur. On peut aussi faire bouger des métiers. On peut aussi fermer des métiers, des formations à des métiers. Au fur et à mesure que les besoins sont couverts, on peut fermer. En fonction des besoins de l'heure. Alors, j'ai envie de prendre votre avis sur la question de la pénurie de certains produits aujourd'hui. Vous voyez, le Bénin traverse une crise de la cherté, et parfois de pénurie de la tomate, ainsi de suite. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces crises-là à l'avenir? Oui, bon, alors là, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte, hein. D'une part, vous avez effectivement l'investissement, par exemple, dans l'irrigation, qui est en train de démarrer, on va dire, au Bénin, qui va permettre donc aux agriculteurs de produire en toute saison et ne pas dépendre des pluies. Et là, vous allez voir que tout de suite, et la productivité à l'hectare et aussi la saisonnalité de la production va être très différente. On va aussi avoir une amélioration des conditions de stockage, des conditions du conditionnement. Quand vous voyez comment les tomates sont transportées du nord jusqu'à Cotonou, c'est pas étonnant qu'il y ait des pénuries. Vous allez avoir au moins 30% de pertes là-dessus. Parce que c'est des grands paniers qu'on empile les uns sur les autres dans des bâchets. Donc forcément, de l'embarquement au déchargement et tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de pertes. Les produits sont abîmés, ils ne peuvent pas se conserver longtemps quand vous les amenez dans le panier de la ménagère. Donc tout ça, c'est des domaines dans lesquels il y a quand même potentiellement des améliorations techniques, des améliorations organisationnelles qui vont se faire. Et là, on va se sortir, enfin, on sortira d'affaires. Oui, moi je suis quand même, je pense que... Vous savez, je suis au Bénin depuis très longtemps. Hein. Quand je suis arrivée au Bénin en 83, il y avait une famine. Les gens appelaient le maïs nivakine. Le rendement moyen du maïs dans le sud du Bénin était inférieur à 500 kg l'hectare. Maintenant, on est au moins à 2000, 1500, 2000, mais je pense que ça va encore beaucoup plus évoluer dans les années qui viennent. On est dans une période de forte transformation de l'économie. Donc je pense que tout ça, ça va beaucoup changer. Alors c'est vrai que les besoins augmentent aussi, et pas seulement parce que la population augmente et a besoin de manger du maïs, mais en même temps les poules ont besoin de manger du maïs, par exemple. Donc vous voyez, il y a des nouveaux besoins qui se créent, qui font que quelquefois la production a augmenté, mais le prix va aussi, malgré cela, augmenter parce qu'il y a des nouvelles demandes sur les produits. Et il faut compter également avec les changements climatiques. Et ça aussi. Alors là aussi, les étudiants sont quand même à former à des techniques nouvelles pour s'adapter au changement climatique.
Nous avons 5 minutes pour clôturer cette émission, Anne Floquet. À ces parents qui nous suivent, à ces jeunes enfants, entrepreneurs agricoles en devenir, grands rêveurs de grosses exploitations, aux espaces turcs ou russes, à perte de vue, là, que voulez-vous leur dire? Alors, on n'a pas besoin d'une très grande exploitation pour bien gagner sa vie. Hein. Mais on peut être ambitieux. Mais c'est-à-dire que la production n'est pas liée simplement à la superficie. Elle est beaucoup plus liée à la bonne gestion, à la maîtrise des pratiques, à l'investissement raisonné que vous allez faire de votre potentiel productif. Vous allez avoir des maraîchers sur 2,5 hectares qui sont les rois du pétrole. Franchement, ils vivent bien. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en matière d'accès à l'eau. Ils ont des terres dont ils savent gérer la fertilité. Ils maîtrisent bien les techniques de production. Ils ont des contrats pour écouler leurs produits dans de bonnes conditions. Ils gagneront probablement mieux leur vie que quelqu'un qui avait 25 hectares mais qui gère ça de façon assez extensive et je dirais peu planifiée. Donc, il ne faut pas penser qu'on a besoin de 500 hectares pour vivre au Bénin. Non, non. Et pour ceux qui voudraient faire carrière dans l'agriculture et qui ont à disposition aujourd'hui l'UIEP, avec tout ce que le QIEP fait et fera dans le temps, en guise de mot de conclusion de cette émission, votre message? Alors, pour ceux qui veulent maintenant s'intéresser aux UIEP, c'est ça? Qui veulent s'intéresser aux formations en UIEP. Alors, j'espère que pour eux, que bien sûr, il y aura une large gamme de formations qu'on va être capable d'ouvrir et que chacun va trouver sa voie, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur agricole. Ça, c'est vraiment une voie particulière, il faut aimer le métier. Et j'espère que chacun va trouver un métier qui va lui convenir et dans lequel il va s'épanouir et dans lequel il va devenir aussi innovant, dans lequel il va commencer à devenir créateur. Là, on n'est plus dans l'esprit vraiment start-up des gens qui ont fait des études Bac plus 8 ou plus 10, mais néanmoins, on peut avoir fait des études Bac plus 2 et devenir très très créatif. Alors nous, on encouragera nos apprenants aussi à revenir faire des formations continues, à acquérir peut-être même des nouveaux diplômes, mais en travaillant, toujours en travaillant. Et ça, c'est vraiment une autre voie de développement qu'on aimerait bien inculquer. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être Bac plus 5, Bac plus 8 ou Bac plus 15 pour réussir au Bénin. On peut commencer à Bac plus 2. Dans 5 ans, peut-être que vous aurez envie d'avoir une licence pour faire je ne sais pas quoi. Rien ne vous empêchera de faire une licence en cours du soir ou en cours à distance, ou bien d'acquérir des certificats qui vont vous donner des compétences additionnelles. Et ça, je crois, c'est tout à fait une autre façon de voir le développement d'une carrière et l'épanouissement d'une personnalité que ce qu'on voyait jusqu'à présent, où on a l'impression qu'on pousse les enfants toujours à aller Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Alors, on va vraiment finir avec la permission de William. Est-ce que le QIEP entrevoit par exemple ouvrir ses portes à, disons, à des individus qui n'ont pas le bac, mais qui ont envie d'évoluer dans le domaine de l'agriculture, ont les moyens, la terre, les moyens de s'acheter des machines, leur donner la formation que vous donnez à ces jeunes-là, pour maîtriser les pratiques, la superficie qu'ils emblavent, ainsi de suite, des notions précises pour ne pas aller dans le vide comme ça, savoir ce qu'ils veulent. Alors oui, il y a quand même une mission du QIEP qui est de développer de la formation continue. Et là, la formation continue, elle est destinée aux gens qui sont déjà dans l'emploi, qui sont déjà dans le métier. Et oui, là, probablement, le fait d'être bachelier ou pas ne va pas intervenir. Bon, on ne sera peut-être pas amené à faire des formations en langue locale parce que ça, je pense qu'il y a d'autres centres de formation professionnelle qui sont mieux outillés que nous pour le faire. Mais par contre, ceux qui auraient déjà un niveau bac, par exemple, qui ont fait la seconde, la première, la terminale, qui ont arrêté en cours de parcours, mais qui sont maintenant des professionnels et qui sont vraiment bien dans leur métier,
eux, ils pourront bénéficier de formations continues en UEP. Ouais. Merci. Merci à vous, Franck Aounou. Merci aussi à notre invité sur Zone Franche de ce dimanche, professeur Anne Floquet, la directrice du UQEP. Nous avons parlé de ce bras droit opérationnel de la stratégie nationale de l'EFTP. Eh bien, vous y avez compris beaucoup de choses. Prenez les bonnes décisions. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On se reprend dimanche prochain.